C'est un bonheur d'entreprendre sa vie, d'entreprendre avec d'autres. Entreprendre, c'est peut-être un des plus hauts métiers du monde. Et de le donner parce que, quelque part, la vie vaut le coup d'être vécue. Et donner envie d'avoir envie à l'autre d'entreprendre sa vie, c'est merveilleux. Je pensais que j'étais un peu un marginal, que j'étais un peu atypique, et quelque part que ceux qui étaient vraiment les grands de ce monde étaient les grands dirigeants, ceux qui dirigeaient, qui avaient des entreprises très organisées, très structurées, avec des hiérarchies très fortes. Et quand tu crées une entreprise où tu n'as pas de hiérarchie, tu te dis non, tu es un peu délinquant, tu es dans l'anarchie. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce chemin-là était peut-être aussi intéressant que l'autre. Et il apportait des résultats, en tous les cas, qui étaient aussi performants que les autres. Et ceux qui n'osent pas, il faut y aller, mais ils risquent quoi? Il ne faut pas d'argent pour entreprendre. Simplement avoir envie, simplement, plus que les autres. Mon prénom, c'est Jean-Michel, mon nom, c'est Guéguiner, ça veut dire cuisinier en breton. Mais quand on me dit vous, je ne réponds pas. Si vous me parlez, vous me dites tu. Voilà, c'est pas compliqué. Parce que je suis breton, donc ma langue natale, et maintenant, c'est le breton. Et dans le breton, il n'y a pas de vouvoiement. Donc c'est plus simple pour moi. Donc déjà, merci, bravo à vous de vouloir entrer dans une démarche de remise en cause de la manière dont vous fonctionnez, parce que je ne pense pas que ce que je vais vous raconter puisse être un modèle pour vous, sûrement pas, c'est pas ça qu'il faut faire, mais l'histoire que je vais vous raconter peut-être vous amener à réfléchir un peu sur du chemin sur lequel vous voulez construire. C'est un petit peu tout ça. C'est pas dire, en fait, c'est ça qu'on va nous faire faire, ou c'est ça qu'on va faire. Je sais pas si je connais pas trop Opal, mais c'est surtout vous qui êtes le chemin de votre vie. Donc ce n'est pas un chemin que je vous propose et qu'il faut créer, qu'il faut suivre. Simplement, le fait de regarder, d'entendre, peut-être peut vous amener à vous poser certaines questions. En tous les cas, ce que je vais tenter de faire durant la matinée, là, c'est de vous dire simplement ce que je retire un petit peu de ces 40 ans d'expérience, de ce qui me paraît essentiel dans la vie, en fait, cette transmission que je veux bien faire aujourd'hui. L'histoire, alors je vais passer par l'histoire, on pourra parler de concepts après, on pourra parler aussi d'organisation précise, d'outils également, on pourra parler de ce que vous voulez que nous parlions, suivant l'essence et l'intérêt que vous auriez dans les propos que je peux tenir. L'histoire, je crois que quand on entreprend, c'est notre vie d'entreprendre. Vous savez, on va naître, vous êtes né, sans doute. Enfin, moi, je suis né à l'insu de mon plein gré. Je suis né sans avoir demandé à naître. Enfin, vous aussi, sans doute. Non, peut-être pas. Non, vous pensez être des gens quand même très sérieux. Vous êtes né là où vous voulez, le jour où vous voulez, etc. Moi, c'est pas ça. J'ai subi une naissance et d'abord, j'ai crié à la naissance. C'est pour vous dire que ça s'est mal passé. Et cette vie-là, je l'ai. Et puis, une fois que tu vis, tu as une machine en toi qui fait que tu vis, tu vas encore vivre. Et pour survivre, après tu as des enfants, parce que c'est ça aussi le but de la vie, ça nous dépasse aussi, c'est pas la raison. Sûrement pas la raison, parce que si on raisonnait, on n'aurait jamais d'enfants. On n'aurait que du plaisir sans enfants, bien sûr, parce que les enfants, c'est pas tellement agréable tous les jours, à toutes les heures de la journée, de la nuit. Donc, il y a un moment c'est agréable, mais il faut quand même être philosophe pour penser que c'est agréable un enfant. Pourtant, on a eu 5 avec mon épouse, mais on s'est dit au 5e, ce sera peut-être mieux qu'au premier, mais enfin c'est pareil. On a dit on arrête tout. Alors cette vie-là, c'est donc entreprendre sa vie, être enfant et vivre avec ses parents, donc être coaché par des parents, et ensuite vivre aussi et entreprendre sa vie. Entreprendre sa vie, c'est peut-être aussi, ce qu'il y a de plus merveilleux au monde, c'est d'entreprendre sa vie soi-même et avec d'autres. C'est-à-dire soit co-entreprendre, soit entreprendre en embarquant d'autres personnes aussi dans c'est ça la vie. C'est pas de se plaindre de quelque chose, parce que quand on se plaint, enfin je vous dis ça, mais vous ne le croirez pas, vous avez raison, pourtant moi j'y crois terriblement, quand on se plaint, on ne se plaint jamais que de soi-même. On peut se plaindre de l'autre, mais en fin de compte, c'est un beau miroir, c'est nous qui souffrons. Donc en fin de compte, n'ayez jamais de colère, n'ayez jamais envie de vous plaindre, parce que c'est vous qui êtes en cause. Ça, c'est aussi une loi, mais que vous découvrirez peut-être au fil du temps. On pourra en parler également.
L'histoire, elle est née dans cette manière d'entreprendre, où les questions se sont posées pour moi. Que faire, quoi. Quand tu as 15, 16, 17, 20 ans, 22 ans, eh bien, bon, d'une part, le fait de rencontrer une femme, c'était presque normal. D'avoir des enfants, c'est presque normal. Donc, je vis avec Mimi, mon épouse, depuis 50 ans, je crois, 40 ans. On ne s'est pas encore fâché, donc ça pourrait venir demain, j'espère. Et ces entreprises-là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai eu dans mon parcours, comme j'ai lu Mia, j'étais éducateur, et dans des conditions assez difficiles, parce que les délinquants, c'est pas une matière, c'est très différent, donc on apprend beaucoup de choses. Et on apprend à écouter, à comprendre, et à essayer à canaliser aussi, et à remettre les gens dans leur propre vie, quoi. Les outils qu'on utilise, je pourrais vous en parler aussi, parce que je les ai utilisés très souvent dans l'entreprise. J'étais malade très jeune, j'avais 28 ans, et quand j'ai maladie matin, j'étais éducateur, je n'ai pas pu reprendre mon métier. Et c'est là que tout a commencé, quoi, vraiment devant une situation où tu es mal, tu es très mal, tu as des enfants, tu as envie de vivre, mais seulement tu ne sais pas quoi faire, enfin tu es paumé, quoi. Et c'est là que ça s'est passé d'une manière bizarre, très bizarre, où j'ai rencontré des personnes, des gens en difficulté peut-être, comme ça, puis aussi des collègues, quoi, de misère. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, en fait, si on pouvait gagner un peu d'argent pour la journée, quoi. Donc on a démarré ça le 22 septembre 1975. On s'était dit que ça pouvait arrêter le 23, le 24 septembre, et ça a duré jusqu'à la fin septembre. En octobre, ça fonctionnait encore. Novembre, décembre, mais aujourd'hui, ça fonctionne encore, et ils sont plusieurs centaines dans ce bateau-là qui tout le monde rame à sa manière et qui va toujours vers un univers meilleur. Entreprendre, pourquoi est-ce que ça a fonctionné? Pourquoi ça a démarré comme cela? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que ça a été aussi déterminé? Le succès est arrivé assez rapidement. Pourquoi? Je suis convaincu que c'est lié à ma maladie. Je suis convaincu que ces maladies-là, quand tu es malade, quand tu n'as plus d'avenir, ou ton avenir est très contrarié, quoi, tu dis qu'est-ce que je vais faire? Je te pose des questions sur la vie. Quoi. Tu dis l'enfant, la vie peut s'arrêter, mais l'enfant, est-ce que tu as envie de vivre, quoi? Pourquoi vivre, quoi? À quoi bon vivre, quoi? À quoi bon vivre, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, non? La notion de vivre, de survivre. Non, vous dit quelque chose? Vivre ou survivre. C'est une histoire que je vous raconte parce que quelque part, elle a meublé aussi sûrement mes nuits à l'hôpital. Survivre, j'ai observé plusieurs choses. La première, c'est que quand on observe dans le monde entier, dans le monde industriel où la mesure existe, on s'aperçoit que les pays où il y a le plus grand taux de suicide, vous savez, les morts, je donne la mort, voilà, je vais me flinguer, je vais me pendre, je meurs. C'est des décisions qui sont terribles, je ne sais pas comment les gens font pour faire cela, mais c'est terrible. Et les taux les plus importants, c'est la Suisse. C'était la Suède à l'époque. Aujourd'hui, c'est la Suisse, où le taux de suicide est plus important. Le deuxième, c'est la Norvège, la Suède, etc. La Finlande, la France, la Belgique, je ne sais pas, la Belgique est peut-être 7, 8e, 9e, la France est 6e en général, 6e. Et on peut se poser la question, pourquoi les gens mettent fin à leur jour, quoi? Pourquoi les gens ont décidé, quoi? Je pense qu'il y a sûrement des raisons, c'est que quelque part, tu n'es plus en projet, tu as touché à beaucoup de choses, tu n'as plus envie, tu as peur de l'avenir, et tu dis j'arrête. J'ai plus envie de vivre, quoi. À quoi bon vivre, quoi? Pourquoi vivre? Et puis là, quand on voit cela, on se pose des questions aussi, on se dit mais pourquoi les gens... Pourtant, la Suisse, il n'y a pas de chômage important en Suisse, et au contraire, le taux de chômage est négatif. Il y a toujours des transfrontaliers qui viennent travailler en Suisse, donc c'est pas ça. Ils ne sont pas pauvres non plus, ils ne sont pas pauvres. Pourquoi un suicide?
Mes amis maliens me disent, oui, chez nous au Mali, on ne se suicide pas. Enfin, il y a des suicides, des malades mentaux qui se suicident, c'est comme ça, mais il n'y a pas de phénomène de suicide. C'est étonnant. Et pourtant, c'est la misère, c'est la famine. Et là, on se pose la question, mais dans le coin, s'ils en suicident, ou ils ne se suicident pas. Et là, un auteur qui s'appelle Patrick Vivray, dans un essai qu'il a écrit, que j'ai lu à cette époque-là, laissait sous-entendre que le taux de suicide aurait été nul en Grande-Bretagne en 1942. 1942. Taux de suicide nul, 0 en Grande-Bretagne. C'est curieux, ça. En 1942, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands pilonnaient la Grande-Bretagne pour pénétrer sur cette île-là. Et les Anglais et les Grands-Bretons luttaient contre l'insularité, enfin, pour préserver leur insularité. Ils ont mobilisé les handicapés. Ils ont mobilisé les retraités. Ils ont mis tout le monde au travail. Tout le monde est venu travailler pour faire de l'armement, pour lutter contre les Allemands. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est là que j'arrive au sujet qui est le vôtre, Opale. On pourrait dire qu'il y a une philosophie de dire à quoi bon vivre, pourquoi vivre. Et dans ce cas-là, la question au bout de tout ça, c'est de dire bon, je peux arrêter de vivre parce que pourquoi vivre, quoi. Ou autrement, comment survivre? Comment je peux faire pour survivre? Et pour survivre, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je mutualise, je travaille avec les autres. Ensemble, on va réussir. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ensemble. Et donc, je pense que la philosophie d'entreprise, d'entrepreneur, doit toujours être celle de comment survivre, comment faire ensemble d'être plus fort pour gagner demain. Je ne sais pas si vous percevez ça. Donc, ça pose un petit peu, et je crois que ça a été peut-être un des éléments fondamentaux, ou fondamentaux, parce que c'est à quoi j'accorde les choses. C'est fondamental dans tous les cas de dire que quelque part, on entreprend pour survivre. Deuxième point, lorsque j'ai eu cette maladie-là, les questions que je me suis posées, alors pour certains c'est des répétitions, bien sûr, j'y peux rien, je ne vais pas réinventer la vie non plus, hein, elle est comme ça. J'ai fait des dessins, j'ai fait 9 dessins. Et je me suis posé au fil du temps des questions sur c'est quoi la vie, quoi. Est-ce que tu as envie de vivre, quoi? Tu as envie de survivre? Ben oui, d'accord. Quand tu as un petit gamin qui a 1 an, que tu lui fais un bisou quand tu es à l'hôpital, ça te donne de l'énergie. Tu dis, j'ai pas envie de crever, j'ai envie d'aider mon petit à vivre, etc., quoi. Et là, tu te retrouves, c'est quoi cette vie-là? Ma vision de la vie. Deuxième question, je me dis, mais si tu survis, quel sera ton rôle dans la vie? C'est important, enfin, vous avez des réponses à ces questions-là. Quel est votre rôle dans la vie, je pense, non? Ça y est, ça c'est clair, non? Pour vous? Oui, d'accord. Je vois. Travailler avec Opale, le projet Opale est intéressant. Troisième point, est-ce que vous avez un objectif dans la vie? Quel objectif avez-vous? Et puis ensuite, la question auquel je vais vous répondre aussi, pour bien camper le décor, c'est quelles sont vos croyances, quoi. Vos croyances fondamentales, votre foi. Quelle est votre... Vers cette foi-là que vous avez ancrée complètement en vous, c'est quoi? La première question sur la vision de la vie, elle est assez basique. Parce que figurez-vous que vous avez des parents. Non? Oui. Vos parents ont peut-être eu des parents. Mais vos grands-parents ont eu aussi des parents. Je ne sais pas si vous remontez à 10 générations, est-ce que vous trouvez leur tombe, leurs traces, disparues. Depuis que le monde existe, et depuis une année que j'adore, qui est il y a 6000 ans, l'homme commençait à maîtriser les matériaux et a fait la fusion des matériaux pour créer le bronze. C'était le temps du temple de Salomon, c'était toute cette histoire-là, c'était merveilleux. Enfin, c'est raconté de manière très merveilleuse. Depuis ce temps-là, d'après vous, combien avez-vous d'ancêtres? Depuis 6000 ans.
Tac, tac, tac. Les matheuses sont claires, ça y est. Ça fait 4, 10 puissance 90. 4, et vous mettez derrière 90 zéros. Je ne sais pas ce que ça fait comme nombre. Si on l'exprime littéralement, je ne sais pas. 4, 10 puissance 90. Vous imaginez les invités à un anniversaire, à une fête chez vous, donc vous n'avez pas leur travail, tout ça. Mais mine de rien, ils vous ont construit, et chacun d'entre eux, dans la génération où il était, a souhaité avoir des enfants, a souhaité que ceux-ci ne soient pas malades, survivent, ne meurent pas dans des guerres, dans des maladies, etc. Ils ont fait comme vous, quoi. En fait, chacun a considéré que l'enfant était l'essentiel de sa vie. Je ne sais pas si vous percevez. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous aspire à des enfants sans doute, ou quand on n'en a pas, on prend soin des enfants de nos frères et sœurs ou de nos amis. Enfin, on transfère un petit peu l'élan vers d'autres enfants. Mais l'enfant est important, ce qui veut dire que l'entreprise n'est pas importante. Ce qui veut dire que dans une entreprise, c'est celle qui s'est faite chez nous, chaque salarié sait depuis le premier jour que la priorité, c'est sa famille. Si jamais un enfant est malade, il rentre chez lui. Si jamais il y a un souci à la maison, il reste chez lui. Ça commence par ça. C'est curieux. Comment peut-on avoir une entreprise où les gens donnent une priorité à leur enfant? Mais je pense que c'est pas possible de faire le contraire. Si quelqu'un est préoccupé par ses enfants, au travail, il ne sera pas tellement disponible. Mais curieusement, ceux à qui tu donnes cette liberté-là sont beaucoup moins absents que dans les boîtes normales. Ils se débrouillent pour être présents. Je ne sais pas si vous voyez, quoi. Tu leur dis, vous avez le droit de rester aux enfants, mais en fait, ils ne restent pas. Mais ils savent que c'est une priorité. Et ça, déjà, ça libère, quoi. Ça libère et ça donne un mot, je l'ai cité plusieurs fois dans la matinée, ça donne la notion de confiance. Cette confiance. On a confiance en moi. Et on me donne confiance pour que ma famille ait confiance en moi. Je ne sais pas si vous commencez à voir le chemin. Donc, cette affaire-là part de cette vision de la vie, quoi. La vie est une construction continuée de soi. Depuis des millénaires, nos parents construisent leur vie pendant 20, 30, 40, 50, 70 ans, 80 ans et plus. Et puis, ils la construisent au mieux possible, et après, ils disparaissent, d'autres arrivent et font la même chose. C'est un truc bizarre, quoi. C'est une vraie routine de vie, quoi. Donc, quelque part, on sait aussi qu'on n'est pas important. Si vous voulez que quand tu as conscience de ça, quand tu te dis, mais il y a 10 générations, où sont-ils, qu'ont-ils fait, qui étaient-ils, je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, dans 10 générations, personne ne saura que j'existais. Donc, ma vie n'est pas importante. C'est-à-dire, avoir des choses, avoir des biens, être meilleur que les autres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ma vie est juste un élément fugace, je ne sais pas si vous voyez. Donc l'élément fugace, c'est un instant que l'on va vivre pendant quelques dizaines d'années, et il faut le vivre complètement péchu, le plus en possible, mais en voulant être avec les autres et non pas avoir, je ne sais pas si vous voyez. Certains diront, moi je préfère avoir, mes collègues sont pauvres et c'est bien ainsi, c'est moi le patron. On appelle ça l'esclavage en France. Alors, c'est pas ça non plus l'entreprise qui s'est créée derrière. Ça y est, vous commencez à voir les choses. Deuxième point, si la vie, j'ai envie de vivre l'instant de cette vie-là, et puis aspirant aussi à mourir, parce que quelque part, c'est fugace, je le sais que c'est fugace, et donc je ne vais pas louper un instant, une seconde, une minute, je vais la bouffer, là, cette vie-là, mais je vais aller la transmettre et transmettre aussi, ce que, comme je le fais aujourd'hui, et vous avez la gentillesse de m'écouter, la transmettre cette vie-là. L'autre point dont je vous parlais aussi, c'est quel rôle on peut avoir dans la vie. Alors le rôle dans la vie, en France, on a eu un jour un président qui disait « Depuis que je suis tout petit, quand je me rase le matin, je veux être président ». Il n'était pas grand, mais il avait une très très grande ambition. En France, souvent, les petits ont une très grande ambition. Ah oui, Perlot, vous avez rencontré un de nos concitoyens, comme ça aussi. Il s'en est mordu les doigts, d'ailleurs. Ouais. Et donc, le rôle dans la vie. Alors non, c'était pas être président.
Alors je me suis dit, mais en fond, on a peut-être des gènes, on a peut-être un comportement, une attitude naturelle, une propension à être ceci, à être cela. Chacun d'entre nous, et peut-être toi, je te vois bien, on te voit bien ceci, on voit bien cela. On en parle de nos enfants, on se dit, c'est vrai que je le verrais bien faire ceci, faire cela, parce qu'il aime ceci, il aime cela, il est agréable, pas agréable, il est... Ouais. Pas souvent comme nos enfants ont du talent, c'est normal. Parce qu'on ne voudrait pas qu'ils vieillissent, il faudrait qu'ils soient nous-mêmes, quoi. Mais non, ils sont eux-mêmes, fort heureusement. Et là, dans ce rôle-là, il est un rôle que je vais... Non, c'est pas ça. Tu sais ce que je veux prendre? Ton fil blanc, là. Merci. J'ai posé la question à ma famille, à mes amis, à tous les gens que je connaissais, mais dites donc, qui je suis, moi? Quand vous me voyez, non, mais c'est pas prétentieux, c'est pas pour... que je sois bien, mais dis-moi sincèrement, dis-moi qui je suis, quoi. En fait, je suis un mec comment, quoi. Bon, au départ, les gens ne voulaient pas trop se dire, et puis après, ils se sont dit, comme il veut savoir, on va dire ce qu'il est, quoi. Et là, tout le monde a été quasiment unanime en disant, alors, c'est pas agréable peut-être à entendre, il m'a dit, Jean-Michel, tu es un emmerdeur. Enfin, ça se dit encore couramment dans ma famille. Hein. Toute ma famille pense que je suis un emmerdeur. Alors, c'est vrai qu'emmerdeur, moi j'ai considéré ça pas non plus comme un compliment, mais je me suis dit au moins, c'est une vérité qui est partagée par plusieurs personnes, donc je peux la considérer comme telle, et je mets donc, j'ai un rôle d'emmerdeur. Mais comme j'aime bien le vin aussi, et que dans le vin, quand vous avez un verre, vous savez souvent que votre verre est à moitié plein, à moitié vide, je me suis dit, si le vide était l'emmerdeur, qu'est-ce que le plein? Pourquoi j'emmerde le monde, quoi? Pourquoi je les embête? Pourquoi je ne suis pas agréable? Pourquoi je taquine? Pourquoi je suis comme cela? Je ne peux pas m'empêcher. Ah oui, mais je ne peux pas m'empêcher. Mais c'est fou, ça. Mais j'arrive pas. Non, mais c'est dingue, ça. Vous ne vous rendez pas compte comment je suis malheureux avec ça. Mais c'est comme ça. Et puis là, je me dis, dans le fond, c'est parce que j'aime la vie et j'aime voir les gens sourire, quoi. J'aime bien les surprises, j'aime bien que, ouais, on fait des choses, on avance, quoi. Je ne sais pas si vous voyez, quoi. Et donc, les gens aiment bien être assis, tranquilles, tu les embêtes pas, quoi. Mais moi, j'aime bien taquiner parce qu'il y a la vie, il faut mettre de la vie dans tout ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'embête des gens qui sont installés pour qu'ils deviennent très, très vivants. Donc, je me suis dit, en fin de compte, je veux donner envie d'avoir envie aux autres, quoi. Je veux donner envie de vivre, quoi. Et quelque part, si j'avais merci, si j'avais à trouver mon symbole, et peut-être qu'il est le vôtre aussi, ou il sera le vôtre, c'est cet élément-là. Ça s'appelle couramment un chargeur de batterie, c'est ça? Ça prend l'énergie, ça la transforme et ça la transmet. Vous ne trouvez pas que ça me ressemble? Vous ne pensez pas qu'un entrepreneur est quelqu'un qui doit donner l'énergie aux autres, donner envie aux autres? Donc mon rôle, c'est donner envie d'avoir envie, quoi. Toujours donner envie d'avoir envie. Toujours cette obsession à transmettre cette énergie-là. Je ne sais pas si vous voyez. Le problème, c'est que souvent, les personnes ont des pannes et ils se disent, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave, ça va, docteur? J'ai des poches à l'arrière. Non, c'est pas là, non, c'est pas, non, l'une ne rougit pas, merci. Donc c'est donc un chargeur de batterie, c'est donner envie d'avoir envie. Vous voyez, vous percevez bien le sujet? Obsessionnellement, donner envie d'avoir envie. Et ça, le grand art, bien sûr, on se dit comment je prends de l'énergie et comment je la donne, quoi. Mais quand on a une capacité comme la mienne, je suis plein d'énergie, je ne sais pas comment je fais. J'ai l'impression que j'ai un capteur, je ne sais pas quoi, le matin, le midi, le soir, et ça embête tout le monde, parce que le matin, je suis très en forme, et le matin, mes enfants ont rarement déjeuné avec moi.
Parce que le matin, ils aspiraient à prendre un petit déjeuner tranquille, tu vois. Alors que moi, je commençais à sauter sur la table, à chanter. Ils disaient, mais non, c'est pas possible, quoi. Donc, ils voulaient le silence, quoi. Continuer la nuit. Je sais pas si vous voyez, quoi. Et moi, je peux pas. Moi, dès que je suis debout, c'est qu'est-ce qu'on fout là? Attends, on y va, quoi. Enfin, la vie est courte, faut en profiter, quoi. Ça y est, vous commencez à comprendre ça. Donc, et si vous avez aussi des stratégies, peut-être pour charger quand vous n'avez pas bien. Pour charger, je pense que le téléphone est un outil d'ailleurs pour charger les batteries. Quand tu vas pas bien, tu téléphones à ton chéri, à ta chérie, tu téléphones à un tel, à tes enfants, tu téléphones à des copains, comment ça va? Et puis t'es pas bien, tout d'un coup tu as téléphoné, ça va mieux. Je sais pas si vous voyez ça, pour se donner du jus, quoi. En fait, quand on est dirigeant, sûrement l'avantage il faut absolument travailler cela, c'est comment ne jamais être en panne, quoi. Comment donner du jus, quoi. Et à chacun trouver ses stratégies, quoi. Le café est utile aussi pour ça, parfois. L'amour est utile aussi pour ça. Plein de choses. Bon, tu peux reprendre, mais je peux... Parce que si tu ne charges pas ton truc... Ben oui, tu recharges, parce qu'en fin de compte, il n'est pas... Je peux le toucher, peut-être que ça le chargera. Hein. Donc, ma vision de la vie, c'est donc... la construction continue de soi, pour transmettre, c'est ça un petit peu, cette manière. Mon rôle dans la vie, c'est donner envie d'avoir envie. Ça, je le savais avant de créer l'entreprise, parce que je ne savais pas créer l'entreprise. Troisième point, quel objectif je pouvais avoir? Si tu as une vie, tu dis, elle sera réussie quand? Quand je saurai que ma vie est réussie. Ça y est, certains ont des idées? Gaël, t'as trouvé? Tu peux le dire? Ah oui? Oui. Enfin, c'est venu tout seul, hein. Mais quand mes enfants sont autonomes, et voilà, ils n'auront plus besoin de moi. Ça, c'est pour moi, j'aurais accompli quelque chose. On est en bonne voie. Ah, en France, on a un outil pour ça, c'est la DAS. Tu mets tes enfants à la DAS, t'es tranquille. C'est l'État qui s'en occupe. Ouais. Ou tu es dans une entreprise et puis elle peut se démerder de ça. Ouais, donc c'est bien, ouais, merci. Ouais, ça peut être un. Ouais, je partage tout ça. Alors, le mien n'est pas aussi ambitieux que le tien. Le mien est assez égoïste. Donc j'ai un objectif qui est particulier. Quand tu es emmerdeur, quand tu n'es pas agréable aux autres, comme cela, tu te dis, dans le fond, mon rêve, c'est d'être agréable aux autres. Donc je me suis dit, comme j'agace tout le monde, je les embête tout le monde, j'ai envie de passer des journées où on me dirait, Jean-Michel, aujourd'hui, tu as été merveilleux, quoi. Merveilleux. À ce mot-là, j'adore. J'ai été merveilleux. Et je me suis dit, en fait, je vais compter avec mes enfants, mon épouse, mes amis, on va compter combien de jours dans l'année j'ai pu être agréable, enfin pas agréable, mais pas désagréable, quoi. Agréable, je ne peux pas être agréable, mais ne pas être désagréable, quoi. En fin de compte, c'est pas mal. Au départ, j'ai démarré avec une trentaine de jours. Aujourd'hui, j'ai dépassé 300 jours. Je suis quasiment au top niveau, là. L'année dernière, dans les dernières journées, j'ai demandé à mon épouse, aujourd'hui, ma chérie, tu penses que j'ai une croix ou pas de croix? Parce que c'est comme ça, enfin, dans ma journée, j'ai une croix. Elle me dit, je te mets une croix. Pourtant, j'étais sûr, j'avais bien regardé, dans toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir, je trouvais que ça avait été vachement bien, quoi. Et elle m'a dit, tu vois, cette question-là, tu me la poses, ça me gêne. Je ne sais même pas si tu as posé cette question. Tu ne l'aurais pas posée, tu n'aurais pas eu de croix. Mais déjà, poser la question, voilà un petit peu. Le mot est injuste, en fin de compte, hein. Mais voilà un petit peu, une ambition. Ce qui veut dire aussi que dans le fonctionnement, dans la vie, dans le travail, j'ai toujours tenté de ne pas être désagréable. J'ai donc appris à, par exemple, quand on doit licencier quelqu'un, ce n'est pas agréable, de ne pas être désagréable. J'ai tenté, j'ai mis des stratégies avec un client, avec un fournisseur, pas être désagréable. Donc c'est une stratégie, j'ai mis plein de choses en place pour ne pas être désagréable. Mais figurez-vous que ça devient quelque chose d'intéressant. Parce qu'en général, vous savez, quand tu es déçu, tu es un peu amer, tu as envie de dire des choses, mais tu les dis plus, parce que ça ne sert à rien de prendre le salarié, le fournisseur pour un médicament, quoi. Ça te fait du bien d'expulser peut-être,
Mais il n'est pour rien le récepteur, quoi. Il n'est pour rien de ça. Si tu as mal dormi, c'est pas son problème, quoi. Par contre, il va supporter, quoi. Donc apprendre à ne pas être agréable, pour moi, c'est aussi une posture managériale qui me semblerait intéressant de travailler, quoi. Qui sont intéressés par ça? Ne pas être désagréable. Dans tous les actes de la vie, du travail, tous les jours. Ouais. On n'est que 3 ou 4, c'est tout. C'est pas grave, on s'en fout. Nous, du moment que ce n'est pas désagréable, ça va bien. Non, mais c'est important, quoi. Le point suivant, alors, c'était donc, je vais parler de la vision de la vie, je vais parler du rôle dans la vie, je vais parler de l'objectif, tenter de ne pas être désagréable. Et le 4e point que je vous donnerai, c'est les croyances. Alors, certains peuvent dire, bon, moi je crois en Dieu, je crois en ceci, je crois en cela. Chacun son truc, ce machin. Souvent, on est habité par ça depuis la naissance, ça a été travaillé au corps, tout ça. Donc mais en tout cas, tout ça, ça a un peu disparu, ou c'est devenu en synthèse. Et je suis, mais alors, un croyant qui est sûrement un des plus grands croyants qui soit, en l'amour. Je crois en l'amour. Je crois terriblement à l'amour. Je crois que aimer l'autre, quel qu'il soit, l'aimer comme il est, c'est indispensable, quoi. Plus tu aimes, plus tu es aimé, plus le système fonctionne bien. Et je crois qu'il faut mettre de l'amour partout, quoi. Quand tu écris, quand tu envoies un SMS, quand tu envoies un mail, quand tu passes une commande, il faut mettre de l'amour dedans, quoi. Mettez de l'amour dedans, mettez de l'amour dedans. Et vous verrez que quelque part, ça va surprendre peut-être, mais c'est agréable. D'une part, d'aimer, c'est agréable. Et ensuite, en retour, de voir que ça fonctionne bien, c'est agréable, quoi. Je ne sais pas si vous percevez ça. Quelques-uns parmi vous seront aussi adeptes de ma religion, non? Une personne, c'est merveilleux. Je ne m'attendais pas à plus. Deux, non, ouais, c'est bon. Bon, on est à 3, c'est nickel, là. On va pouvoir bâtir un monde avec tout ça. Non, mais c'est fabuleux, ça. Donc, l'entreprise, quand on s'est retrouvé donc à démarrer l'entreprise, à démarrer Bretagne Atelier, on l'a démarré sans ambition du tout, parce qu'on voulait, bon, si ça tient la route pendant 2 jours, 3 jours, c'est bien, pourquoi pas. Ça y est, vous commencez à voir le chemin. Et là, on a démarré. On a démarré avec des personnes qui avaient des parcours particuliers, enfin, ou pas de parcours du tout, mais un parcours très chaotique. Des personnes ne savaient pas lire et écrire, des personnes handicapées, des personnes sortant de prison, des personnes alcooliques, des personnes... Ben, et puis, assez rapidement, avant le 22 septembre, on me dit, peut-être qu'il y a un métier, un marché que tu pourrais prendre, c'est la saisie de données. Vous savez, c'est transformer les documents manuscrits en documents informatiques. C'était en 76, 75. Et là, on a eu un client, Yves Rocher, et on a travaillé pour Yves Rocher. On a travaillé et puis on avait dans des locaux prêtés avec des moyens très, très limités. Et on a eu une obsession qui peut-être nous a sauvé la vie, je ne sais pas, en tous les cas, qui m'apparaissait évidente pour moi, c'est de mesurer. Donc on avait mis sur une feuille 3 mots, tes souhaits de service. Non, tu me mets, moi je n'écris pas. Si j'écris c'est en breton, et après vous ne comprendrez pas, après ça. Non, je ne peux même pas écrire le breton, c'est lamentable. Mesurer, c'est le premier mot que j'ai pu écrire, et mesurer, c'est un mot qui est une obsession. Mesurer, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu sais, quand tu ne veux pas être surendetté, la solution qui s'offre à toi, c'est ne pas dépenser plus que tu gagnes. Je ne sais pas si vous voyez. Partant de là, tu n'as pas de surendettement. Quand tu démarres ça tout seul, mais à 2, ou à 3, ou à 4, eh bien si on est à 4, eh bien si on entreprend, il ne faut pas que nos dépenses soient supérieures à nos recettes. C'est pas compliqué. Et ça, quand tu es à l'école primaire, les premières années d'école, on t'apprend en mathématiques que le bénéfice d'une entreprise est égal aux recettes moins les dépenses. Attends, moi j'avais ça, donc j'ai appliqué et j'ai regardé comment on dépensait. Donc on dépensait, on regardait l'électricité consommée dans la journée. Tous les soirs à 17h, on relevait le compteur, on multipliait par le prix du kilowatt, etc. Le nombre de copies de papier, de feuilles de papier utilisées, etc. Tout ce qui était mesurable était mesuré. On ne payait pas de loyer, donc ça allait très bien. On n'avait pas d'autres charges. Et puis surtout, les collègues, ton salaire aujourd'hui c'est combien? Tant d'heures à tel prix. Et on a fait l'addition ensemble.
combien on a dépensé dans la journée. Donc ça faisait tapoter jusqu'au bout, en fait. C'est pour ça que tu redoubles. Recette moins dépenses égale un coup à boire. Quand on gagne de l'argent, on fait la fête. On prend apéro. Donc l'apéro, c'est devenu une habitude et on a commencé à prendre l'apéro tous les jours quand on gagnait de l'argent. C'est une technique pour gagner de l'argent qui est assez simple. En fin de compte, les salariés, les collègues aiment bien prendre l'apéro ensemble. Et quand tu dis, voilà, si on gagne, on prend l'apéro, si on perd, on ne prend pas d'apéro. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, ça devient, on gagne tout le temps. Mais pour les sportifs qu'il y a parmi vous, vous savez aussi que dans tous les sports, on mesure. Vous faites un match au fil de l'eau, vous avez un panneau qui vous indique on mène 3-1, 4-1, on a égalité, ou on gagne, on est 70 à 53, ou on perd. Enfin, vous êtes premier, cinquième, enfin, vous savez, la mi-temps de temps, enfin, tout le monde mesure au fil de... Vous faites un marathon, je ne sais pas, au 30e kilomètre, vous dites j'ai mis 2h45, etc. Enfin, vous mesurez tous les temps de passage et tout ça, quoi. Même il paraît que chez les Belges, les hommes et surtout les femmes ont des balances pour se peser. Tu parles. Ils se pèsent tous les jours. C'est important de se peser. Tu parles. Ça ne change rien, enfin, excepté que la balance en a marre, parce que encore assis dans le cadre, elle fait sa corvée, parce que imaginez-vous à la place de la balance, quoi. Tous les jours, tu vois les pieds qui arrivent dessus, on m'écrase, et je donne un chiffre, quoi. Ça sert à quoi, la mesure? À développer des stratégies. J'ai grossi, donc, aujourd'hui, tac, tac. Hein? Pas d'apéro. Hein? Pas d'apéro. Pas d'apéro. Oui, c'est ça, c'est des stratégies qu'on met en place. Ce qui veut dire que la mesure amène, quand tu perds, si 11 joueurs sur un terrain de football voient qu'on perd 2-0, ils vont tout faire pour essayer de mettre un but, quoi. Tous ensemble pour dire on va gagner, quoi. Imaginons que dans l'entreprise, on dit le sport c'est fini, maintenant comme on a des gestionnaires d'entreprise, des managers, des Master 8, 7, enfin, tous les Bac plus 20, tout ça, dans toutes les gestions, tout ça. On a des grands cerveaux, enfin, très organisés, vous savez, parmi vous, ça se sent d'ailleurs. Ils ont fait un plafond plus grand, c'est pour que vous puissiez tout centrer, parce que c'était important quand même. Et on dit, voilà, non, ce sont des gestionnaires d'entreprise qui vont diriger le sport dans le monde entier. Que vont-ils faire? Ils vont mesurer, vérifier, contrôler, comparer, faire des stats, tout ça, et te donner le résultat le 20 du mois suivant. D'accord? Ah oui, t'as jamais le résultat à l'instant T, quoi. Tu ne peux pas, parce que faut que ça mouline quand même. Donc, on fait une partie de football ensemble, on joue. Vous êtes à combien? Ah, c'est le 20 du mois suivant, donc c'est le 20 novembre qu'on aura le résultat de notre match. Est-ce que tu peux mettre en place une stratégie, une tactique quelconque? Ben, tu sais pas. Tu perds, tu gagnes. Tu fais une course, c'est pareil, tu fais, etc., quoi. Même la balance donnerait ton poids du 20 du mois suivant. T'imagines un peu le truc? Non, enfin, oui. Enfin, on te donnera le poids du premier du mois précédent, quoi. Aucun intérêt, quoi. Et pourtant, les entreprises font... Donc la mesure, eh bien, c'est bien l'humain. Enfin, alors, tu vas chez le médecin, en France, pour 25 €, tu as ta tension, quoi. Il te met un bracelet là-dessus, il pompe 3 fois, là, et puis il dit 13,7, 25 €. Il a mesuré. Ta température, tu as mesuré. On est obsédé par la mesure, quoi. Partout dans la vie, sauf en entreprise. Curieuse. Je vous dirai après comment on a pu dépanner une entreprise avec une mesure pas très particulière.
Ce qui veut dire, je pense qu'une entreprise, on doit mesurer tous les jours. On a mesuré tous les jours, et aujourd'hui, Daniel, qui m'a succédé, Daniel Lafranche, connaît encore tous les soirs, je pense, à 17h, le résultat des usines. Parce qu'on a mis en place un outil pour faire cela. Et ce résultat-là, par rapport au résultat comptable, à 1% près, il est bon. Parce que les gestionnaires ont besoin de documents pour vérifier les factures, on a reçu ça, etc. Il y a toute une vérification, parce que si c'est le 20 du mois suivant, c'est parce que si, on part sur des éléments qui sont sûrs et garantis et certains, quoi. Tandis que là, on présume différentes choses. Ce qui veut dire que tout le monde est attaché aussi à son salaire journalier. Ce qui est peu commun. En général, on ne connaît pas son salaire journalier, on connaît le salaire annuel, éventuellement, mensuel, mais tu ne divises pas ça par le nombre de jours travaillés. D'ailleurs, qui connaît son nombre de jours travaillés? Tu n'as pas le diviseur, ça ne sert à rien d'avoir le dividende non plus, donc c'est un... Voilà, en fin de compte, ouais, c'est... L'entreprise, elle est bâtie avec la raison, et la raison est loin de l'humain, quoi. On en parlera aussi. En fait, on a besoin de savoir, on a besoin de savoir, on a besoin de savoir. Et quand entreprise, donc il faut mettre en place des mesures, des outils que chacun a envie d'avoir pour mesurer. Est-ce que à midi, là, on est bien, on est en retard, on est en avance, comment ça fonctionne? Vous percevez ça? Donc la mesure est essentielle. Et tout le système est basé sur plusieurs éléments, dont celui-là qui est colossal, la mesure. Une mesure partagée. Ce n'est pas une mesure spécifique à ses dirigeants, le patron, il sait où on en est, non. C'est tout le monde, même l'intérimaire, il sait, tiens, on avait prévu ça aujourd'hui, on avait que ce soit des chiffres, des quantités, peu importe l'unité qu'on met en place, ce n'est pas obligatoirement le résultat économique et financier, c'est au moins une mesure pour dire, tiens, j'avais prévu, nous, chez nous, on a par exemple des personnes, ils appellent ça les spaghettis, ils font des spaghettis. Les spaghettis, c'est quoi? C'est-à-dire que des groupes humains, ce qu'on appelle les villages chez nous, les gens travaillent, et vont prendre un chronométreur, et qui va mesurer les pas que font les gens au travail. Et c'est fou. Ça a été enfin, je sais pas si c'est encore une mode. C'est une mode. On mesurait tous les pas faits par chacun. Et tu avais la personne qui disait, je fais 110 pas à l'heure. Donc comment je peux ramener ça à 100 pas, à 90 pas, à 80 pas, pour gagner du temps, pour que la performance soit plus forte, quoi. Qui est-ce qui mesure les pas dans l'entreprise chez vous? Personne. Personne n'y pense. Même souvent le patron, pour faire moins de pas, met sa voiture quasiment dans l'entrée. Pourtant, c'est pas lui, ça devrait être celui qui bosse le plus qui devrait être plus près. Mais non, le client, mais c'est comme ça. En fin de compte, l'entreprise n'est pas gérée comme... Enfin, non, je ne dis pas ça, mais c'est bien ce que vous faites. Bon. Non, j'arrête, je pourrais être désagréable, j'aurai une croix tout à l'heure. Je m'en fous, j'ai l'impression que j'ai eu ma croix déjà, donc tant que j'y suis, comme la journée est grillée, profitons-en. Mais c'est une croix par jour. Donc c'est... J'ai une croix ou pas? Pas pour l'instant. J'ai carton jaune, je crois bien. Ouais. D'accord. Bien. Un bout de croix. Donc la mesure, c'est ces éléments-là. C'est obsessionnel. Mais par contre, le droit à la mesure est un droit aussi qui est offert à chaque salarié, quoi. Il peut mesurer. Il peut prendre un chronométreur, il peut prendre tout ça. Dans une boîte en France, en général, quand tu dis on va embaucher un chronométreur, pendant 8 jours ou 15 jours, les salariés, les syndicats, ouais, c'est pas normal, on peut nous piéger, mesurer, etc. Ben, nous, on ne demande pas, c'est eux qui demandent que j'y fasse. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que leur entreprise fonctionne et gagne. Parce que si elle gagne, eux gagnent aussi. Je ne sais pas si vous voyez. C'est tout bête. Donc ils ont intérêt tous les jours à ce qu'il y ait un petit progrès de fait pour qu'on gagne encore quelques centimes de plus aujourd'hui pour qu'on fonctionne, quoi. Mais ce n'est pas décrété par une direction. Alors chez nous, on appelle ça une pyramide inversée. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez les épaules? Costaud, hein? Au-dessus, 850 salariés que je porte comme ça. T'imagines un peu la pyramide comment elle est? C'est invraisemblable, quoi. Non, en fin de compte, oui, c'est ça. C'est que on n'est pas dans le descendant. On n'est pas sur une direction qui va vers les salariés, mais les salariés qui conseillent
à ceux qui tiennent le volant, on va plutôt par ici, par là, quoi. Donc, être patron, c'est savoir qu'on ne sait pas. Je ne sais pas si vous voyez. Mais par contre, être à l'écoute et que tout le monde est sensible et a envie de réussir. C'est très équipé, très outillé. On en parlera tout à l'heure. Vous voyez, vous commencez à voir. Le point suivant, donc le deuxième mot. Je vais voir si contrôle 6, bien sûr. Non, voilà, petit souffle, là, qualité. Tu souffles, là, qualité. C'est pas possible, ça. Bon, t'as répété hier soir, pourtant. Qualité. Imaginons que vous ayez, vous habitez dans un petit patelin, là, un peu comme, comment c'est le petit pays où on vient de traverser, bon, ici, c'est Saintes. C'est Saintes. Vous passez à Saintes. À Saintes, c'est un petit pays qui a, je sais pas, 2000 habitants. Et il y a déjà 2 boulangeries. Parce que chez nous, en France, le pain, c'est important. Oui, enfin, il vaut mieux avoir 2 boulangeries et pas d'église que 2 églises et pas de boulangerie. Je ne sais pas si vous voyez. Le choix est vite fait chez nous. Donc, lui aussi, et comme 2 bistrots aussi, ça c'est aussi important, ça, pour digérer le pain. Et donc, si on me dit, il y a 2 boulangeries, et Jean-Michel vient là, il vient au fond, tiens, moi ça me plaît bien, ce petit patelin, Sainte, c'est vachement bien, on va créer une boulangerie. Tu demandes à des gens qui ont des conseils, des consultants, qui vont faire une étude de marché, mais il y a déjà 2 boulangers, c'est pas raisonnable, possible. Mais je m'en fous, parce que j'ai envie de faire une boulangerie. Et tu te rends compte, il y a déjà 2 boulangers, c'est pas raisonnable. Mais je m'en fous, je ne crois pas à la raison. Donc je fais une boulangerie. Figurez-vous que je fais ma boulangerie. Comment? Je vais vous expliquer comment. Et je vais gagner. Vous connaissez tous des boulangeries, des boulangères, des boulangers, ceux qui servent le pain. Vous savez, il y a un boulanger qui est installé depuis 20-30 ans. La boulangère, le matin, elle est plutôt du matin, enfin du soir plutôt. Le matin, ça l'embête les clients le matin. Vous allez chez elle le matin. Enfin, j'en ai une comme ça à la maison. Enfin, elle n'est plus là maintenant, ça y est. Elle est partie en retraite et elle est heureuse où elle est. Elle est arrivée dans sa boulangerie. Je dis bonjour madame. Hein? Vous voulez? Je voudrais bien une baguette, s'il vous plaît. Ouais. 80 centimes. Je lui donne 1 euro. Vous n'avez pas la monnaie? Ah non, excusez-moi. Ah bon. Excusez-moi, bah écoutez, gardez votre baguette, En fin de compte, tu as l'impression que quelque part, cette dame-là n'aime pas les clients, quoi. Un client, c'est une contrainte. Je sais pas, elle a dû être bien, fut un temps, mais la fatigue, 10 ans, 20 ans, 30 ans de métier, des clients le matin, le soir, se faire engueuler par son mec ou par ses enfants ou par je sais pas qui, elle est plus bien dans le commerce, quoi. Je sais pas si vous voyez. Donc moi, s'il y a 2 boulangeries qui ont 20 ans d'âge, j'arrive, on fait une boulangerie avec des personnes handicapées, d'accord? Des gens sortant de prison. On va avoir un beau petit parking devant nous. On va faire une offre de pain exceptionnelle. Ça sentira bon partout. Le pain sera excellent, excellent, excellent. Des petits gâteaux. On fera un prix qui sera identique à ceux des autres. Qu'est-ce qui va se passer? On sera accueillant, souriant. Qu'est-ce qui va se passer? Comment fait les clients? Ils vont venir chez toi, pas chez l'autre. En fait, la qualité amène le client. Si tu as une qualité, un service, un sourire que d'autres n'ont pas, mais les gens préfèrent venir chez toi. C'est évident. Ce qui veut dire que ceux qui ont fait l'étude de marché se sont trompés. Ils pensaient qu'il n'y avait pas la place pour un troisième. Sinon, il y a peut-être 2 qui sont en trop. Ceux qui sont là, parce qu'ils ne sont plus au service des clients. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que l'entreprise, son grand talent est toujours être dans le sourire. Vous savez que les matchs sportifs, tous les matchs sportifs, toutes les équipes qui gagnent, en général, on dit que le match se fait où, d'après vous? Sur le terrain? Non, dans les vestiaires. Quand il y a une très bonne ambiance dans une équipe, on peut avoir une équipe qui est très forte, même si elle n'est pas plus forte que les autres. Par contre, l'ambiance est bonne dans l'équipe, dans les vestiaires. Vous pouvez mettre des éléments très très bons ensemble, qui ne se parlent pas, qui sont bons,
Il y a des équipes en France où tu as 6 langues, 7 langues dans les vestiaires. Tu as 6 personnes de langues différentes qui jouent ensemble. Ils sont très bons joueurs. Conclusion, ça galère. Tu mets une bande de copains qui aiment bien boire un coup ensemble, ils font... Vous voyez, vous commencez à voir. En fait, donner envie d'avoir envie, c'est ça aussi, et c'est cette qualité que l'on donne. Et moi, je suis toujours convaincu que si on était meilleur, ça marcherait bien. Ce qui fait que lorsqu'on avait notre client chez Yves Rocher, on a aussitôt demandé chez Yves Rocher, à mon copain, quels sont les résultats de la qualité. Et il nous disait, tu vois, vous avez 3 fournisseurs, il y a Sotiaf, Ordi-France, et puis vous, Bourdin Atelier. Vous êtes tous, je ne sais plus c'était combien, 6 erreurs pour 1000 informations. Donc on avait, tous les jours, on notait cela, et on est descendu à 5 erreurs, 4 erreurs, 3 erreurs, et on a commencé à se dire, le but, c'est de battre totalement les autres, Et c'est devenu notre ADN, être meilleur que les autres. Non, avoir la mesure des autres, savoir comment font les autres. C'est pas être meilleur par rapport à toi-même, mais c'est meilleur par rapport aux concurrents. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu comme l'histoire du lion ou du tigre ou du guépard dans le désert, où vous êtes à 2 ou 3, et puis il y a un guépard qui arrive, vous êtes en danger tous les deux, bon, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez celui qui court le plus vite, vous dites dans le fond, moi a priori, je suis mal placé aujourd'hui. Mais fut un temps, j'étais très bon. Donc, avant, je me dis, dans le fond, je cours plus vite qu'eux, donc j'ai plus de chances que de me tirer. Donc, c'est d'être le meilleur. Et la qualité, c'est un élément colossal. Mais la qualité, il y a la pièce, il y a les choses, mais aussi, moi, je dis souvent qu'une commande que l'on a, c'est du passé. C'est le musée, ça. Ce qu'il faut, c'est satisfaire les clients dans les besoins à venir. Je ne sais pas si vous voyez. Si tu as les besoins à venir. Anticiper les besoins. Le client fait, mais c'est pourquoi ? Et demain, vous faites quoi ? Enfin, toujours être chez le client, mais en anticipant. C'est les fonctions à satisfaire pour demain. Toujours être. C'est pas de dire aujourd'hui on fait bien la pièce. Non, c'est demain, comment on fait mieux. Donc, créer un esprit où tous les salariés sont très affûtés sur le futur de l'entreprise qui est le client. Le client, s'il n'y a pas de client, tu meurs. Dans le Tour de France, c'est pas compliqué. Le patron du Tour de France, c'est qui ? C'est le salarié. D'accord ? Le salarié, pas le salarié, comment ? C'est le spectateur. S'il n'y a pas de public, il n'y aura pas de médias, il n'y aura pas de télévision, il n'y aura pas de sponsors, etc. Le patron, c'est lui. Dans l'entreprise, le vrai patron d'entreprise, écoutez, quand tu as 800 salariés, est-ce que vous pensez que Jean-Michel Keguiner, ici présent, a eu un jour assez d'argent pour payer 850 salariés un seul mois. Qui pense oui? Non. Je n'ai jamais eu les moyens de faire 10 salaires ni 5 salaires. Jamais. J'ai pas eu les moyens personnels, j'ai pas d'argent. J'ai jamais eu tellement d'argent. Pas mal pour certains, mais 2 fois, 3 fois plus, 4 fois plus que des salariés qui sont au SMIC. Mais c'est tout, il faut limiter les choses. Seulement, c'est qui le patron? Qui paye le salarié? C'est le client. Donc, il faut déjà commencer à dire au salarié que son patron, c'est pas toi, tu es le chef d'orchestre. Tu es là pour donner un petit peu le rythme, etc. Pour choisir les partitions éventuellement, les stratégies, les tactiques, mais le vrai patron, c'est quand même le salarié, le client. Ce qui veut dire d'ailleurs que toutes nos usines, quand vous venez à l'usine, vous aurez toujours des places libres devant pour les clients. C'est clair. Elles ne sont pas éloignées, elles sont devant. Et la direction sera là, sera très loin. Ils peuvent marcher, les cadres peuvent marcher. Ça y est, vous commencez à voir aussi les choses, comment elles se construisent. Avec ces valeurs-là, ces choses-là simples, la qualité. 3e point, ça y est, tu l'as trouvé? J'ai compris. Vas-y, un mot. Inventer. C'est du collaboratif. Inventer. Mais mais souvenez-vous que de ces 4 mots-là, vous verrez déjà que vous avez bâti quelque chose qui tient la route. Le mot inventer. Lorsque tu te trouves avec des personnes en difficulté, un peu différentes, et qui sont plutôt proches du bac -10 que du bac +10,
ne savent pas lire et écrire, compter, c'est un peu difficile pour eux. Tu te dis, a priori, c'est pas gagné tous les jours, quoi. Erreur. Si tu as que des bacs plus 5, c'est perdu tous les jours. On pourra en parler. Enfin non, pas, sauf chez vous. Mais chez les autres, en général, c'est comme ça, quoi. Quand vous ne seriez pas ici avec nos amis Vopal. Oui, inventer. On s'est dit, t'imagines un peu, toi qui es Jean-Paul, qui sait pas lire et écrire, qui bégaye, tu déposes un brevet un jour, on dira, bah, c'est Jean-Paul qui a inventé ça. Un brevet qui est connu dans le monde entier. T'imagines ça? C'est pas possible, quoi. Non, c'est pas possible que quelqu'un qui a un bac -10 invente un produit qui soit utilisé dans le monde entier. Un brevet déposé. Possible, pas possible? Parce que je dis que c'est possible, parce que, et dans le fond, s'il nous pose la question, eh bien non, c'est pas possible, c'est possible. C'est possible, oui. Vous avez gagné, vous pourrez passer en deuxième semaine. L'exemple. Un beau jour, nous étions à la terrasse d'un café, devant auprès de la boîte, et puis on discutait, on prenait l'apéro, parce qu'on avait, la mesure était bonne, donc enfin, c'était une bière ou 2 bières, enfin, ou 3 éventuellement, mais bon, enfin, raisonnablement, quoi. Le plus souvent possible, raisonnablement. Enfin, on ne dira pas trop. L'histoire ne racontera pas tout. Et donc, Momo, qui était en fauteuil, il y avait la BPO qui était à côté, qui est une banque, et tous les soirs à 18h, la sirène retentissait dans la banque. Donc, et puis, on s'est posé la question, on a dit, c'est une sirène de protection des coffres, ils ferment, et ils appellent ça une alarme intempestive. Ils ne maîtrisaient pas bien, donc il y avait un élément, et l'alarme partait, comme ça, quand ils fermaient la banque, il y avait un petit problème avec leur sécurité. C'était les années 75, hein. Donc c'était pas très maîtrisé à l'époque non plus. Et Momo dit, ouais, c'est dégueulasse, il y en a marre du fric, t'as vu, à la banque, pour vérifier que personne n'a volé dans le coffre-fort, on met des sirènes, des alarmes, tout ça. Dis-moi, si je tombe de mon fauteuil, je ne vais pas remonter dessus, il n'y a pas de sirène, quoi. Moi, je reste par terre. Bah, Jean-Mi, bah, si je ne suis pas là lundi matin, tu diras, qu'est-ce qu'il fout, Momo? Tu iras me chercher, tu me trouveras par terre, parce que je ne peux pas remonter, moi je suis foutu quand je tombe par terre. Puis là, Jean-Paul a dit comme ça. Momo, dans 3 mois, on te pète une sirène sur ton fauteuil. Je peux te dire que quand tu tomberas de ton fauteuil, ça va gueuler dans le quartier. Hein. Et ça, en boutade, comme ça, avec une bière, tranquillos, quoi, ou 2 bières. Et là, les choses sont faites. Et c'est un produit que vous connaissez bien, qui est utilisé dans le monde entier. Ça s'appelle la téléalarme pour les personnes âgées, pour les personnes en difficulté. Vous savez, c'est un appareil que vous avez sur le bras, sur le cou. Vous déclenchez ça, et puis ça appelle les voisins, les pompiers, la famille. Enfin, ça fait une transmission d'alarme. Vous connaissez? C'est un brevet d'un bac -10, quoi. Ça ne va pas t'embêter, quoi. Ben oui. Par contre, comment il a fait? On a demandé, on a téléphoné à Supélec, on a demandé à Kennec-Duc, qu'on connaissait un peu, qui est le patron de Supélec. Il dit, Kennec, t'as pas des élèves ingénieurs pour nous aider, là, parce qu'on sait ce qu'on veut faire, on veut péter une alarme sur le fauteuil de Momo. Donc quand le poids disparaît, ça s'en va, et puis s'il n'arrête pas l'alarme, ça se déclenche, etc. Donc on est vu. Par contre, notre bureau, c'est le bistrot, donc il faudra qu'ils viennent au bistrot, et c'est le soir à 18h. Donc ils viennent, donc ils sont venus, ils ont pris l'habitude d'ailleurs, ça n'a pas gêné les étudiants, ils sont venus tous les deux. Ils appelaient ça un binôme. J'ai étonné, moi, qu'on me dise, on va te mettre un binôme pour venir. On préfère les prénoms à ces appellations-là. Et donc, les choses sont réalisées, et puis on a fait, donc, ça a été ensuite étendu. On a fait quelques milliers d'appareils, après, d'autres usines l'ont fait, etc. Voilà, un petit peu. Mais on a dû faire déposer une centaine de brevets, quoi. Mais nous avons, comme beaucoup d'ingénieurs en entreprise, plusieurs dizaines. Je ne connais pas encore un seul brevet qui a été déposé par un ingénieur. Ça, c'est étonnant, ça. Enfin, je vous dirai pourquoi après, parce que j'ai une analyse sur le sujet, et non pas une vérité, mais quelque chose qui s'approche de la vérité.
Et donc voilà un petit peu comment inventer. Ce qui veut dire aussi que dans l'entreprise, on a mis en place un système pour inventer. D'une part, tout le monde est formé, il y a une petite méthode que certains connaissent peut-être, l'analyse de la valeur, vous connaissez, non? C'est une méthode de conception, reconception de produits. Non, oui, rien. Méthode, c'est une méthode extrêmement redoutable, l'ADV, méthode apte, une méthode américaine qui t'amène toujours à inventer quelque chose, à inventer une organisation, à inventer des choses, parce que ça part des fonctions à satisfaire, quoi, et à éliminer toutes les fonctions qui sont un petit peu inutiles, quoi. Si vous voulez, on la pratique sur tout ce qu'on fait. Quand un client nous passe une commande, on vérifie bien si la pièce qu'on fait, il en a bien besoin, quoi. Enfin, très simplement, si je faisais un petit peu un diagramme de commande d'ADV, c'est un peu quelque chose comme ceci. Dans une organisation, ici vous avez un élément A, un élément B. D'accord ? Et pour arriver du A au B, pour que la voiture, entre la clé que vous tournez ou le start que vous appuyez et les roues qui tournent, il y a plein de choses qui vont se passer. Je ne sais pas si vous voyez. Entre une décision, ce que vous pensez, ce que pense le patron, ce que va faire l'opérateur, il y a plein de choses qui vont se passer. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc notre méthode permet de dire, tiens, on pourrait remplacer ces deux-là par un seul ici, ces deux-là par un seul ici. Donc on enlève 2 pièces ou 3 pièces ou 4 pièces, je ne sais pas si vous voyez. En fait, on simplifie le diagramme fonctionnel du système, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Donc c'est on est très balèze là-dessus, Bac-10 pareil, ce système-là. C'est logique un petit peu, mais en organisation, en produit. Donc on a fait, tout le monde est formé, bonne partie des gens ont été formés à cela. Et on a donc mis ces méthodes-là en place et d'autres petites méthodes comme la résolution de problèmes, on pourra en parler aussi tout à l'heure. Et ces méthodes-là amènent à ce qu'on inscrit chaque salarié dans un programme de recherche. Imaginons que vous soyez une entreprise de cuisine. D'accord ? Vous avez 4 compagnons, 5 compagnons, 10 compagnons, peu importe. Eh bien, rien ne vous empêche de dire à tous vos compagnons, écoutez, tous les mois, tel jour, le vendredi de 15h à 17h, vous inventez, par groupe de 2 ou de 3, une nouvelle recette. D'accord ? Vous inventez quelque chose. Vous inventez un goût nouveau. En fait, ils ont tous les mois une obligation, un temps, et en travaillant en équipe, pour inventer quelque chose. Imaginons ceux qui font de la production, vous dire dans le fond, dans ce process-là, on va se débrouiller pour augmenter la performance économique. Donc là, pour faire ces pièces-là, on les fait comme cela, on met tant de temps, eh bien vous mettez à 3, 4, 5, et puis pendant 2 mois, 3 mois, pour gagner peut-être 2%, 3%, 4%. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, chacun est inscrit dans un programme de recherche. Chacun des salariés, quoi. Donc tout le monde a un temps accordé, un temps alloué pour faire cela. Pour moi, je pense que c'est un salaire qu'on leur donne. Parce qu'ils sont vachement heureux, ils attendent ces jours-là, tout le temps. C'est aujourd'hui à 15h qu'on fait ça, avec un tel, avec là tu as des Bac+5, là tu as aussi des Bac-10, c'est un mix, tu as homme, femme, tu as petit, grand, tu as vieux, jeune, etc. Tout le monde est mélangé par petits groupes de 4, 5, 6, 7, 8, 10 éventuellement, sur un outil de recherche, un programme de recherche. Si vous voyez, eh bien, ces 2 heures-là, dans le mois, ou dans 4 heures sur 2 mois, ça ne mange pas de pain, ça. En plus, quand ils prennent le café ensemble, qu'est-ce qu'ils font ? Le truc, il faut qu'on en reparle le vendredi quand on va se voir. J'ai pensé à ceci, tiens, j'ai ramené une pièce là, tiens, j'ai regardé ça, tiens, j'ai été voir, tiens, ma femme a été voir là, mon mari a été voir à tel endroit, il a vu ceci, etc. Ils vont piquer des choses parce que la recherche est motivante, quoi. Pas si vous voyez. Pourquoi on ne le fait pas ? Alors, dans beaucoup d'entreprises, on a des bureaux d'études. C'est merveilleux chez les concurrents, ça. On est sûr, en tous les cas, que oui. Enfin, moi, je suis très heureux d'avoir un concurrent qui est très organisé, avec un très grand bureau de recherche et développement, quoi. Je préfère mettre 800 personnes en recherche et développement que de mettre 20 personnes. Non, vous ne pensez pas ? Inventer, ça y est, ça vous dit quelque chose ?
il n'est pas content. Il n'est pas content. Mais si, je suis content. Bon, ça y est. Tu sais, c'est le dernier problème. Problème. Vous voyez ces 4 mots-là. Ces 4 mots-là, simplement. Les 3 premiers, ça y est, vous intégrez-les dans votre réflexion, dans votre vie. Vous allez voir un peu. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Il n'y a pas d'ordre pour. Il n'y a pas un premier, un deuxième, un troisième. Je vous donne mes obsessions, quoi. Problème. Le problème, en fait, c'est le hasard de la vie qui nous a amenés à nous retrouver donc le soir, en attendant que mon épouse ramène le chèque de chez Yves Rocher, qu'on compare notre résultat et qu'on aille boire un coup. On avait le temps. On attendait un petit peu, 1 heure et demie ensemble, et puis voilà. Et puis on échangeait toujours sur, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as eu comme problème ? Je suis arrivé en retard. Ouais, c'est vrai que tu es arrivé en retard. Il me dit, ouais, je me suis planté ce matin, mon bus était légèrement en retard, et j'arrive en retard. Bon, c'est un problème, ça. Comment on peut faire pour que ce problème ne se reproduise plus ? Il dit, il faut que je prenne le bus d'avant. Donc je partirai non pas à 7 heures, mais à 6h45. Je dis, ok. Joseph, tu écris, je m'engage à prendre le bus 6h45. Et tu signes, point, terminé, on n'en parle plus. Un problème, une solution définitive. Chaque problème, une solution définitive. Je ne sais pas si vous voyez. Et on a pris l'habitude de résoudre au fil de l'eau, tous les jours, les problèmes qu'on rencontrait. En fait, dans les entreprises, parfois, ils disent « ouais, c'est pas normal, ça, c'est le premier jour de l'année. En juillet, août, c'est pareil. Décembre, c'est pareil. Enfin, on n'a rien fait, quoi. On constate les mêmes problèmes et on ne fait rien. Pour nous, c'est un problème, solution. Un problème, solution. Un problème, solution. D'accord ? Ça, c'est un élément aussi hyperactif. Alors, certaines entreprises disent, est-ce qu'on aurait peut-être une boîte à idées à mettre en place ? Vous auriez des idées pour ceci ? Chez nous, on n'a jamais fait ça parce qu'on pense qu'une idée, c'est ridicule. Mais c'est d'une... Non, j'ai ma croix totale ou pas ? Non, non, c'est pas... Je vous dis comme je le pense. Tiens, par exemple, vous êtes à table avec vos enfants, tiens, j'ai une idée pour les vacances, on pourrait aller à tel endroit, tiens, on pourrait faire ceci, tiens, on pourrait faire cela, tiens, Et puis, le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent du tout. Et que partir en vacances, on ne pourra pas partir en vacances. Ah, si on n'a pas le problème, ça ne sert à rien d'avoir des idées, des solutions, ce n'est pas le problème. Donc l'important, c'est d'identifier les problèmes et de les faire partager par chacun. Ce qui veut dire donc que chez nous, on a un système où chacun émet un problème. Tu as un problème, tu mets ta fiche de problème. Je ne sais pas si vous percevez ça. Et le problème est posé sur les post-it et sur un mur à problème. On a environ, on compte, je crois actuellement, il y a autour de 600-700 par semaine, problèmes qui sont posés. En fait, c'est des problèmes qui viennent au fil de l'eau, tu rencontres une difficulté, tu le mets, quoi. Et ensuite, il y a un système d'élection du problème et de traitement du problème. Je pourrais vous expliquer comment ça se passe après. C'est qu'on n'oublie rien, on ne perd rien, et on a tous les jours un progrès permanent parce qu'on a éradiqué un problème. Ça y est, vous commencez à voir aussi. C'est une routine, c'est une habitude, c'est une respiration que nous avons, quoi, toujours de démettre un problème, tu l'écris, parce que si tu n'as pas... C'est vrai que dans plusieurs entreprises, j'entendais parler de ça, mais non, chez nous, on ne collecte pas les problèmes. Même il paraît qu'il y a des chefs qui disent que là où ils sont, c'est bien, quoi. Donc, tu n'as pas à t'embêter, tout est bien, donc il n'y a pas de problème, parce que c'est un bon chef, quoi. Je pense qu'à tous les coups, ils vont mourir bientôt, quoi. Non, ça y est, vous commencez à avoir cela, c'est tous les jours, faire un petit progrès, un petit pas, quoi. Je ne crois pas du tout au grand pas, je crois au petit pas tous les jours, mais fait à la volonté des gens, et c'est tout le monde qui participe, quoi. Et le métier du patron, quel est-il, selon vous ? D'applaudir les collaborateurs qui vont résoudre des problèmes, qui vont inventer, qui vont faire de la qualité, qui vont mesurer. Vous comprenez ? Le patron, il n'est plus du tout, c'est un peu comme le chef d'orchestre, il n'a pas d'instrument. Mais un chef d'orchestre, souvent c'est un très bon musicien. C'était peut-être un violoniste d'exception. Peut-être qu'était-il premier violon dans un orchestre exceptionnel. Lorsqu'il est chef d'orchestre,
Est-ce qu'il dit qu'il sait faire du violon, selon vous? Ben non. Imaginons, je suis chef d'orchestre, je suis un violoniste talentueux, et je trouve que le premier violon, là, ton prénom c'est Caroline, entame mal les choses. Caroline, tu devrais... Ah non, c'est pas bon. Tu devrais... Enfin, moi, je te dis comment je ferais. Hein. Bon, tu faut attaquer la note... Le La, tu l'attaques différemment, violemment, durement. D'accord? Caroline, qui est sympa, une fois ça va, deux fois après, elle me dira, écoute, le violon, tu le prends et tu le fais, quoi. Si le chef sait et dit qu'il sait, il est disqualifié. Par contre, si je dis, oh, c'est super ce que tu fais là, et comment tu attaques ça là? Ouais, vachement bien, tu vois. Oh, c'est super, c'est comme on préférait ça. Ah oui, pourrait faire. Ah, peut-être aussi, ouais, tu peux tenter. Oui, ah oui, attends, comment t'es sans pensement? C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, ça y est. En fait, c'est lui qui met, qui crée le système, quoi, qui crée toute la force du collectif. Je ne sais pas si vous voyez. Mais si tu dis que tu sais, c'est foutu. Tu es disqualifié. Et tu as beaucoup de personnes qui disent, moi je sais faire. Moi je connais ton métier, je le sais. Dans ce cas-là, la collaboration, bon, écoute, le chef a dit qu'il savait, donc qu'il se démerde, qu'il fasse. Enfin, ça démotive, quoi. Démotiver, c'est facile. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Mais une fois qu'on a démotivé quelqu'un, le remonter à la motivation, c'est très, 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 très difficile. Donc ne pas démotiver, c'est le premier point. Ça y est, vous percevez, mesurez la qualité, inventer et les problèmes. Ok? C'est bon pour cette page-là? Hein? Non. Ah non, non. Qu'est-ce que tu m'as dit de faire après, Jim? Ton entreprise est perdue. Ah ouais. Non, mais il ne mérite pas. Si c'est... Au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, avec les collègues, quand on buvait la bière, là, ils disaient, alors, ce serait bien si ça pouvait durer, on est vachement bien ensemble, on gagne notre vie, les clients sont contents, tout le monde est content, on est comme bien, c'est le bonheur, quoi. Si ça pouvait durer. Puis je me suis dit, ça peut durer, attends, il suffit de créer l'entreprise éternelle. T'as pas à t'embêter, enfin, c'est pas compliqué, quoi. Tu te mets de la potion magique, éternité, paf, paf, entreprise éternelle et le bonheur est éternel. C'est simple ou pas? Bon, est-ce que vous voulez prendre les ingrédients pour faire la potion magique? Je mets 5 ingrédients. 5. C'est impeccable, ça fait 5 doigts de la main. D'accord? On va s'y retrouver avec 5 doigts de la main, vous pensez? Alors, les ingrédients. Dans votre marmite de management, pour que l'entreprise soit éternelle, vous allez mettre déjà une réflexion sur les églises, et particulièrement l'Église catholique. Ça vous va? Je ne vous demande pas d'être croyant pour autant, je vous demande d'observer, d'être sociologue, quoi, d'être anthropologue, d'être très affûté dans l'observation, dans le regard apporté sur les choses. Quoi. Une église, quand on prend du recul et qu'on observe une église, que voit-on? Qu'il y a des fidèles, des croyants. Curieux, il y a des croyants, des gens qui croient, bien. Et ils viennent à un office religieux. S'ils croient, pourquoi croient-ils? La réponse que je donnerai est simplement c'est qu'ils partagent quelque chose, ils partagent une croyance. Cette croyance, elle est basée sur la vie et peut-être sur le sens de la vie. Il y a une origine, il y a une fin, il y a un paradis, il y a un enfer, il y a ce qu'on voudra, enfin vous mettez ce que vous voulez dedans. En tout cas, c'est tenter de répondre d'une manière ou d'une autre à quelque chose qui appartient à d'où je viens, où je vais, qui suis-je, etc. Je ne sais pas si vous voyez. C'est le sens. Si vous ne partagez pas le sens, donc si on fait un entreprise éternelle, dans votre entreprise, vous mettez un petit kit de partage du sens. C'est-à-dire que tous les salariés partagent le sens de l'entreprise. C'est peut-être l'écoute et l'amour du client, c'est peut-être l'innovation, c'est peut-être, je ne sais pas encore, là, mais ça vous allez découvrir aussi, il y a plein de choses à mettre dans le sens. Le sens, il y a sûrement la vocation, la finalité, il y a plein de choses comme cela dans le sens qu'on partage.
le sens de l'effort, de la solidarité, le sens du bien-être ensemble, etc. Deuxième point, dans les églises, il y a souvent, on entend parler d'un évangile. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un évangile. Alors, c'est écrit sur un tas de personnes, Saint Jean, Saint machin, tout le monde a écrit un petit bout d'évangile. Et donc, l'évangile, c'est quelque chose que je ramènerai simplement à des règles morales. Vous savez, il y a des règles morales, des règles qui font qu'on peut être bien ensemble parce que si on respecte ça. En fait, on est d'accord sur ces règles-là parce qu'elles feront un bien vivre ensemble. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui veut dire que dans votre entreprise, dans votre pot à potion magique, là, vous allez mettre avec le sens des règles morales, un partage, une éthique, une charte, etc. Je ne sais pas si vous voyez des éléments. Discuter avec les salariés, par exemple, pas de racisme, pas de sexisme, pas de différentes choses, ou bien du respect de cela, de l'écoute, du sourire, de la solidarité. Vous mettez ce que vous voulez dedans, quoi. Donc c'est un travail collectif qui dure une demi-heure, une heure, avec une équipe, pour dire qu'est-ce qu'on pourrait dire dans notre évangile, dans nos valeurs partagées. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pour l'instant, c'est simple. Vous mettez du sens, des valeurs morales, ça fonctionne bien. Troisième point, dans les offices religieux, vous observez aussi que les gens arrivent toujours à la messe aux mêmes heures, à la messe à telle heure, ils arrivent ensemble. Quand ils arrivent d'une manière assez originale. Et ils sont souvent, ils rentrent pieusement dans l'église. Ils sont seuls avec eux-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, ils sont en autoréflexion, en machin, ils se connectent, je ne sais pas ce qu'ils font, enfin bien. L'office commence et progressivement, tu as du collectif, tu as tes paroles, tu as des chansons, tout le temps. Donc, le être seul, c'est le moi. Une chanson, c'est le nous, on chante ensemble. On passe du moi au nous. Je ne sais pas si vous voyez. Le nous dure et à la fin, ça se termine encore par un recueillement, par le moi. Moi, nous, moi. Moi, nous, moi. Observez que dans le sport, c'est pareil. Vous avez un temps vestiaire où moi, je peux parler avec mon voisin, comment ça va, etc. Tu as passé une bonne nuit, ton week-end s'est bien déroulé, etc., etc., etc. Et après, on est sur le terrain, on fait un nous collectif. Dans l'entreprise, il faut donc avoir un moi et une relation de l'un à l'autre très riche avant de faire une équipe. Ce qui fait que dans une réunion, par exemple, je pourrais vous dire comment on démarre nos réunions. On démarre par un moi, on passe à un nous, on finit par un moi. Ça aussi, c'est ce rythme-là que l'on met, qu'on peut découvrir dans l'ensemble des églises et les lieux un petit peu spirituels. Il existe aussi des rites, des rituels. Tout est organisé. Ça commence par ceci, la communion, le machin, etc. Enfin, tout est organisé. Un rituel aussi, même pour les baptêmes, pour les communions, pour les mariages, pour les obsèques, et des rituels. C'est-à-dire que si vous mettez des rituels dans l'entreprise, tous les lundis à telle heure, de telle heure à telle heure on fait ça, les réunions commencent à l'heure précise et finissent 3/4 d'heure après, jamais plus de 3/4 d'heure. Si c'est ritualisé comme cela, ça marchera bien. Mais si vous dites, aujourd'hui pas de réunion, on verra la semaine prochaine si on en fait une, c'est un peu paumé, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. En fin de compte, ritualiser l'entreprise, c'est donner des habitudes aux salariés, aux collaborateurs, on se retrouve dans un rituel. C'est sécurisant. On sait qu'on boira un coup ensemble tous les mois, sans parler boulot, simplement pour être bien ensemble. On sait qu'on va fêter les événements, les anniversaires, tous les semaines ou tous les mois, on regroupe 4-5 anniversaires et puis on fête ça ensemble. On va peut-être rituellement avoir, faire des petites chansons, du petit théâtre entre nous. Rituellement, on va recevoir le client de telle manière. Rituellement, on se fait un plat partagé une fois par semaine. Rituellement, on se fait des habitudes. Vous comprenez ? Des habitudes. Plus il y a d'habitudes, plus ça fonctionne. Observez d'ailleurs que l'humain, quand il se lève, non pas vous, parce que vous êtes quand même des gens très réfléchis, et qui peuvent... De toute façon, ne soyez pas opales, mais soyez des gens normaux. Mais pour être ici, aujourd'hui, donc c'est particulier. Mais en dehors de chez Opal, les gens, figurez-vous, quand ils se lèvent le matin, ils se lèvent, souvent, ils sont dans un lit pour dormir. C'est fréquent.
ils descendent du lit, souvent du même côté tous les jours, curieusement. Curieusement, très souvent, ils vont aux toilettes. Ils font le même nombre de pas chaque jour, au pas près, pour aller aux toilettes. Ils arrivent aux toilettes, ils font ce qu'ils ont à faire, ils vont appuyer avec un doigt, vous tirez sur une chasse d'eau, de la même manière. Ils vont aller ensuite éventuellement au lavabo, non pas, faire la même chose, les yeux fermés. Ça tous les jours de l'année et tout au fil de leur vie. Je ne sais pas si vous voyez. Une routine. Les lapins passent tous les jours au même endroit, dans le même trou, etc., etc., etc. L'homme est routinier, l'homme est d'habitude, il ne peut pas s'en dépasser. Et plus vous mettez d'habitude, plus il est en confiance. Il est en confiance. Plus vous refusez d'habitude, plus moins il y a confiance. Ça y est, vous percevez ça? La routine et le rite amènent de la confiance. Donc vous mettez des rites, des habitudes. Habitudes productives, il ne faut pas trop non plus, réfléchissez bien, mais observez qu'il faut que chacun ait cette appartenance-là à ces habitudes-là, ce sentiment d'appartenance. Le point suivant, c'est le rythme. Vous savez que le rythme humain est quelque chose d'assez particulier, le cœur bat à un certain rythme, la respiration se fait aussi à un certain rythme, on marche à un certain rythme, tout est rythmé dans la vie. Tout est rythme. Les saisons sont rythmées. Les marées sont rythmées. La nature est rythmée. De la naissance à la mort, de l'hiver au printemps à l'automne et hiver. Tout est rythme comme cela. Je ne sais pas si vous voyez. Le rythme, c'est le cœur. Le rythme, c'est quand on court, quand on fait un sport, il faut prendre le rythme, avoir le rythme. Si on n'a pas le rythme, ça ne marche pas. Le rythme, c'est le rythme de l'information en entreprise. Le rythme, c'est le rythme des réunions. C'est le rythme dans les réunions, le rythme. À savoir, le sujet est préparé. Il est annoncé. Est-ce une décision à prendre, une information à donner, un consensus à obtenir? C'est quoi le but de cet élément-là qui va durer 7 minutes? Tout le monde parle, donne son avis, ok, on est ok, point suivant, on y va. C'est rythmé. Par contre, si vous faites des réunions qui durent 1h30, 2h, 3h, là c'est un truc à tuer le monde, quoi. Là ça ne marchera jamais. Le rythme. Pensez au rythme. Donc vous mettez du sens, vous mettez des valeurs, vous mettez... Est-ce qu'il y a encore? Les rituels, le moi et le nous aussi j'ai mis en plus, là. Vous mettez aussi du rythme. Ça y est, c'est bon? Avec ça, vous avez déjà une entreprise qui fonctionne, qui a un cœur comme un être vivant, qui a des rythmes comme un être vivant. En fait, l'entreprise n'est qu'un être vivant qui est porté par plusieurs cœurs, quoi. Le point suivant, quand on parle de chorale, on parle souvent de chef de chœur. C'est pas un hasard. Pour faire un nous, il faut un moi fort. Donc on l'identifie par un moi fort. Le point suivant, c'est le théâtre classique. Le théâtre classique, c'est une chose qui m'a toujours émerveillé. Je n'ai pas tout compris au départ, et plus je vieillis, plus je comprends l'intérêt des choses. Et je l'ai bien compris lorsqu'on a démarré cela dans les années 76, 77, là, quand on a commencé à penser à l'éternité. Je me suis dit, c'est vrai que le théâtre classique se joue depuis 3-4 siècles. On joue Corneille, Racine, Molière. Et ces pièces-là, toutes ces œuvres-là, ont un point commun. Elles s'identifient parce qu'elles ont une unité de temps, de lieu et d'action. Vous vous souvenez de ça, quand vous avez appris ça peut-être? À savoir qu'une pièce de Racine va se dérouler sur 3 actes, sur 3 plans, 3 scènes particulières. Toute l'action aura lieu sur la scène, avec les personnages de la scène et personne d'autre. Ça va durer 3 heures, 4 heures. La scène, enfin l'échelle de temps, est inférieure à la journée, quoi. Souvent 3 heures, 4 heures. Les éléments extérieurs sont rapportés, racontés, mais pas vécus. Unité de temps, de lieu et d'action. Ramener à l'entreprise, si on trouve un élément éternel là-dedans, enfin durable au moins plusieurs siècles, si on mettait à l'entreprise, ça serait quoi? Eh bien, c'est partout. Moi, je donne l'exemple qui me paraît le plus important. On l'a vécu un petit peu hier, on a échangé comme ça aussi. Vous savez, dans une entreprise, je le refais avec toi, Emilia,
C'est... Non, avec Gaël, c'est plus sympa. Non, ça va être sympa avec toi, Lumina. Ouais. Avec Gaël, tiens, avec Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour, Ça va? À ton boulot, là? Mon bic marche plus. Ah ouais, t'as ça, ouais. Bah, je vais en parler à celui qui fait ce qu'il fournit ça, d'accord? Bon, bah, son bic marche plus. Ah bah, tu vas en parler à quelqu'un d'autre? Non, c'est dans une boîte, quand même. Enfin, t'as du monde, hein. Donc t'en parles à un tel, on en parle en réunion, etc. Et donc, son bic ne marche plus. Bah, son truc, sa machine ne marche plus. Bah, 3 semaines après, je vais la voir. Bah, salut Gaël, ça va? Salut Jean-Michel. Ouais, et alors? J'attends. T'es triste là encore, là? Ça marche toujours pas. Ta machine ne marche toujours pas. Personne n'est venu voir. J'en ai parlé pourtant à plein de monde, et puis... Ça vous rappelle quelque chose, ça? Alors maintenant, on refait l'opération, unité de temps, de lieu et d'action. C'est Gaël. Salut Jean-Michel. Ça va? Oui. Alors, ta machine, c'est la Ben, merde? Elle ne fonctionne pas? Non. Je fais quoi? Tu convoques qui? La maintenance, le gars de la maintenance, la personne de la maintenance? Qui ça? Les achats? Oui. Ouais, les achats qui ont Voir s'il y a du stock ouais. de bic. Ouais, les commandes, ouais, voilà. Donc, elle va convoquer elle-même les personnes concernées qui sont obligées de venir la voir et de décider sur place. D'accord? On ne transporte pas un problème dans des lieux extérieurs. La scène se passe sur la scène, unité de temps, dans le temps, de lieu et d'action. On ne déporte pas le problème. Je ne sais pas si vous voyez. Vous comprenez ça? C'est simple comme tout. Conclusion, la solution, elle va la voir tout de suite. Ou s'il est trop tard, on dirait le même matin à 8h, et les gens viennent. À savoir que chez nous, en pyramide inversée, celui qui fait le produit, qui travaille, qui fait la valeur ajoutée, c'est lui le patron de l'entreprise. Et c'est lui donc qui peut convoquer tous les métiers d'appui, tous les gens, la maintenance, les RH, comment dirais-je, la DAF, etc. Ils peuvent inviter qui veulent, quoi. Le BE, etc. C'est important. Vous vous rendez compte un peu l'efficacité que ça? Non, ça vous dit rien? Est-ce que c'est possible, ça, chez vous? Ou c'est quand même bon d'avoir des réunions où on parle des problèmes des autres, non? Vous ne trouvez pas? C'est agréable, ça. On fait une réunion parce qu'il y a elle se plaint tout le temps. Enfin, c'est pas nouveau. Hein. Même j'ai bossé avec elle dans une autre boîte, elle se plaignait aussi déjà. Donc le problème, c'est pas la machine, c'est elle le problème, vous comprenez? Donc on fait une réunion là-dessus, comme c'est pas possible, qu'elle n'est pas en retraite quand, là? Le mois prochain, bah, fort heureusement. Hein. Bon, bah, pour la machine, bah, ça ne changera rien, parce que tu peux changer, elle se plaint tout le temps. D'accord? Ça y est? Vous comprenez le système? Conclusion, quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui n'est pas heureux, qui n'est pas écouté, pas entendu, c'est aussi contagieux. En fin de compte, Lumina, elle pense comme elle. Tout le monde pense comme elle. Personne ne le dit. En fin de compte, on a mis un système pour décourager les autres, pour les démotiver. Je ne sais pas si vous voyez. Au contraire, un problème, une solution immédiate. Waouh! J'en ai un aussi, paf. Ça y est, vous comprenez? À telle enseigne que j'ai vu en entreprise un jour qui a fait mal à quelqu'un, un cas comme Lumina, une machine ne marche pas, elle demande à la maintenance de venir. À midi, c'était le matin vers 8h30, 9h, la maintenance n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? À 14h, il y avait un camion devant la maison, devant la boîte, porte de l'usine. C'était un fournisseur extérieur, un service d'entretien électricien, qui est venu à la demande de Lumina, de Gaël, pour réparer. Comme les services internes ne sont pas réactifs, moi j'appelle un service externe. Le gars de la maintenance, je me souviens de lui, de la tête qu'il a fait, c'est pas normal, tu te rends compte, ils sont fait venir quelqu'un à l'extérieur. Je dis, mon pauvre chéri, pourquoi t'es pas venu? Oh, j'ai autre chose à faire. Elle en a besoin. C'est pas normal, vous ne pouvez pas laisser. Ben, ça coûtait combien? Ben, ça coûtait une réparation, mais sa machine marche. Donner le droit à un collaborateur de faire intervenir un élément extérieur lorsqu'il n'a pas la solution en interne. Il faut le faire, ça. Il faut le faire, ça. Et c'est efficace, alors c'est vexatoire peut-être, mais en tous les cas, le gars de la maintenance a compris que quand on appelle, il y a intérêt à
allez vite fait faire un saut pour éviter qu'on appelle la concurrence. Parce que si on est mieux servi par l'extérieur, on n'a aucun intérêt à garder un service interne, quoi. Je ne sais pas si vous voyez, quoi. C'est pas compliqué, quoi. C'est du bon sens, simplement du bon sens. J'en étais donc à... Tu me dis ? Théâtre classique. Ça y est, il était temps de lieu d'action. Le pouvoir donné à chacun. C'est intégré ? Le dernier point, on pourrait faire quasiment une journée avec vous sur ce dernier point-là, c'est Tour de France. Le Tour de France, c'est une épreuve cycliste qui m'étonne beaucoup par sa puissance en termes managériels. Vous savez que les personnes qui font Tour de France, ils sont environ à 180-200 coureurs cyclistes répartis par les équipes de 8 ou 10 coureurs par équipe, donc ça fait une vingtaine d'équipes. Dans chaque équipe, il y a 3 profils. Il y a des grimpeurs, qu'on reconnaît bien, ils sont très musclés les cuisses, plutôt genre bagarreurs. Leur vélo souffle beaucoup dans les sprints. Vous avez des grimpeurs, qui sont des gens très élégants, très fins, des ascètes un petit peu, qui montent l'école, on dirait qu'ils volent dans la montagne, quoi. Et puis il y a les autres qui n'aiment pas la montagne, qui n'aiment pas les bagarres de sprint, qui n'aiment pas ça du tout. Et ils sont en général 6. Quel est leur rôle ? Ce sont des soleils. Des gens qui sont là pour que les leaders gagnent, au service d'eux. Dans une équipe, est-ce que quand vous avez, je sais pas, trois experts dans une équipe, est-ce que ça marche bien ? 3 experts qui travaillent ensemble. Ceux qui me disent oui, pour moi on tort, donc c'est non. Il faut mettre avec 3 experts un soleil. Un soleil, c'est quelqu'un... ici, j'en connais plusieurs. Déjà, au pas, là, ceux qui sont là, pour moi, c'est des soleils, c'est clairement. Je faillote pas, mais je trouve que c'est vrai. Des soleils, c'est des personnes qu'on aime bien. Des personnes, quand on les voit, on est rassuré. Des personnes, quand on les voit, c'est comme si la vie était plus belle. Des personnes, quand on les voit, la confiance renaît en toi, en tout. Vous savez, dans l'entreprise, vous avez un collaborateur une collaboratrice qui est absente ce matin. Vous dites, elle est où ? Elle est malade, c'est pas grave. Non, on ne sait pas. Mais elle revient cet après-midi. Ouf, tant mieux. En fait, cette personne-là vous manque. Je ne sais pas si vous voyez. Des personnes, quand elles sont absentes, vous manquent. D'autres personnes, au contraire, quand elles ne sont pas là, vous dites, jusqu'à quand ? On ne va pas se plaindre. Ça y est, vous commencez à voir ? Je peux dire des soleils, quoi. Des gens qui, en fin de compte, on appelle ça, moi j'appelle ça des réparateurs de liens. Vous savez, des réparateurs de liens, c'est des personnes qui avaient des destructeurs de liens, des réparateurs de liens. Des personnes qui, leur nature est toujours de retisser les choses qui peuvent se déliter. Vous savez, des choses qui vont mal entre les autres, ils vont se débrouiller, prendre un café avec l'un, avec l'autre, et réparer les choses, quoi, des réparateurs. Vous savez, des soleils, quoi. Qui est-ce qui est soleil parmi vous ? D'accord. Alors, il existe dans ce cas-là des destructeurs de liens, des personnes, quand on les rencontre, on sait que déjà, ça va mal se passer. Tu les mets dans une équipe, l'équipe fonctionne bien, ils bossent dans l'équipe, aussitôt, c'est le bazar, ça ne fonctionne plus. D'accord ? Ça, c'est des destructeurs de liens. Et vous avez ensuite des créateurs de liens, des gens qui créent du lien facilement avec tout le monde. Ok ? Créateurs, destructeurs et réparateurs. Réparateurs, c'est le soleil. J'avais environ dans l'entreprise 60 soleils, 50-60 soleils. Et quand j'allais les voir, ils me disaient, tu viens voir ton soleil ? Je dis, oui, je viens voir mon soleil, prendre un café. Mais c'est que tu as un problème. Je dis, t'es chiante, tu me dis ça ? Non, je sais pas. Oui, en fait, j'avais un problème et j'allais les voir pour prendre un café, et faire une bise et puis repartir après, quoi. Mais c'était mon chargeur de batterie. Quand tu es frappé par une information, un marché qui va se casser la gueule, une histoire impossible, un contrôle fiscal, des choses qui t'arrivent dans la vie, quoi. Tu vas voir ton soleil le plus proche et puis ça va, quoi. Ça y est, vous percevez ? Donc dans les équipes, il faut toujours identifier les soleils et ne pas hésiter à leur dire qu'on les aime plus que les autres et qu'ils nous réparent, qu'ils sont là pour ça. Donc quand tu embauches quelqu'un, n'embauche pas obligatoirement quelqu'un qui soit très compétent, mais surtout qui corresponde à la mission que je lui ai filée, qui est celui de créer une bonne ambiance. Il y a des personnes qui ont un talent fou comme cela, des personnes que
je ne citerai pas leur nom, mais me viennent à l'esprit comme cela, donc cette personne-là, je sais que parfois, il y a des gens qui, un jour, quelqu'un m'a dit, on l'a invitée au mariage d'une autre fille. Vous la connaissez? Non, mais il paraît que quand elle est là, on est sûr que l'ambiance va être bonne. Elle n'avait pas tort, je connaissais bien la personne. Et c'est vrai, parce qu'elle a un talent à mettre dans tous les gens qui sont tristes, de mettre la pêche, quoi, tu vois, c'est fabuleux, quoi. C'est comme ça qu'on gagne aussi, on fait une envie éternelle, en mettant du soleil comme cela. Ça y est, vous commencez à voir, à réfléchir si vous avez... alors bien sûr, ces gens-là, le matin, quand ils arrivent, ils sont souriants, vous la connaissez bien. Figurez-vous qu'il y a une entreprise d'intérim en France, une dame qui me dit, j'ai 80 intérimaires, je n'en aurai jamais 85. Ah bon? Je les connais tous et je leur demande 3 choses. Quand ils ont une mission intérimaire, c'est d'arriver avant l'heure chez le client. S'ils embauchent à 8 heures, d'aller à 8h moins 5. Je leur demande d'être souriants quand ils arrivent et d'être très propres sur eux. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Être souriant, être à l'heure et être très propre, avoir une têture, voilà. Parce que c'est vrai que dans l'entreprise, on a souvent des gens, quand ils arrivent au travail le matin, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Il vient à l'enterrement, quoi. Il n'y a pas de mort. Non, mais c'est vrai, quoi. Il faut se débrouiller pour trouver un système pour donner du jus, donner envie d'avoir envie, quoi. Vous voyez, vous commencez à voir. Pas compliqué, comme ça. Donc voilà, le Tour de France, et donc ces éléments-là, avec ces trois types de coureurs-là. C'est également un autre élément important que je vais vous raconter, où on va le simuler un petit peu, qui vous donnera peut-être envie de faire de votre entreprise, quelque part, de prendre dans le Tour de France quelques éléments. Mais vous pourriez prendre aussi dans les projets, les étapes, etc. Dans la vêture, dans l'appartenance, il y a plein de choses à analyser. Là, on va assister, avec Mila et Gaël, on va assister au départ d'une étape du Tour de France. Non, enfin, c'est pas toi qui cours, c'est pas toi. Non, on va assister, on va les voir arriver, quoi. Les coureurs arrivent là, ils sont devant nous, passent devant nous, ils arrivent là, ils sont tous arrêtés. C'est le départ du Tour de France, c'est ça, ouais. Comment ils sont? Ils ont des équipements impeccables. Un vélo qui brille. Ouais. Tout propre. Tout propre, ouais. Encore propre. Et eux-mêmes sont comment? Concentrés. Concentrés, ils ont des vêtements comment? Nickel. Nickel, Magnifique. par équipe, etc., les couleurs, et tout ça, c'est beau. Hein. Vous ne les trouvez pas beaux, nos coureurs, là? C'est marrant, ils ont un pied par terre, pourquoi? Ils sont déjà Prêts. prêts. Ils attendent le départ, ça? Ouais. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est normal, ils ont un pied par terre, parce que, ils avaient le départ. Bon, nous, on connaît bien l'entreprise, hein. Ils vont démarrer, donc comment ça va se passer? T'as déjà vu les entreprises démarrer le matin, toi? Oui. Hein? C'est vrai, hein? T'en as vu aussi? Ouais. Chacun à son tour au café. Alors donc là, ils vont démarrer, c'est parti, et ils partent tous. Normalement, dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe quand on démarre le matin? T'as bien 2 ou 3 qui restent avec leur vélo là. Enfin, moi, j'ai pas de vélo. Ah bon? T'as pas eu le vélo, toi, ce matin? Ben non, je suis là, attends, j'ai pas de vélo. Puis l'autre qui dit, moi j'ai un vélo, mais il est crevé. T'imagines ça? Il paraît qu'en entreprise, pas chez les vôtres, hein, il y a des gens qui arrivent le matin, leur machine est en panne, l'informatique ne fonctionne pas, il y a une panne. C'est vrai, non, ça pas chez vous, mais chez vos collègues. Hein. Ouais. C'est fou, ça. Pourquoi est-ce que rien n'est en panne quand il démarre le matin? En fait, tous les services, les mécaniciens, tout le monde a travaillé durant la nuit ou la veille pour que tous les vélos soient parfaitement bien adaptés, ergonomiquement, au profil de chacun, etc. Le matin, la selle à la bonne hauteur, tout à la bonne hauteur, pour qu'ils partent bien à 11h le matin. En fait, tout est fait, on a anticipé, je ne sais pas si vous voyez. Tandis que nous, on fait souvent en entreprise du curatif. Ah, il y a une panne. Tout à l'heure, parce que le gars de la maintenance, il n'arrive qu'à 9h, parce qu'il est parti amener sa voiture au garage. Donc bien, il sera un peu en retard. Donc on va être à 5 à attendre qu'il arrive. Oui, c'est comme ça la vie. Hein. Pendant ce temps-là, les salaires sont versés, le client n'est pas satisfait, etc. Mais c'est pas grave, c'est une boîte normale, quoi. Nous, en regardant le départ du Tour de France,
Ce qui nous a surpris, c'est qu'en voyant arriver, mais qu'est-ce qu'ils arrivent là, un gars qui arrive avec son vélo, qui arrive, il nous demande comme ça, mais par où ils sont partis? Ils sont partis, ça veut dire un quart d'heure. T'es à la bourre, quand même. Ah bah, je savais pas, pourtant j'avais un truc. Ah bon, ils sont par là? Ah bah, d'accord, bon, allez, salut. Bon, ben, il va aller derrière. Il paraît qu'à l'entreprise, il y a des gens qui arrivent en retard, tu vois. Enfin, c'est pas le Tour de France du tout, quoi. Mais c'est normal, quoi. Et ils ne savent même pas dans quel sens on va faire la journée. Enfin, ils n'ont pas commencé à intégrer qu'il était là pour une performance collective, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Alors chez nous, c'est Tour de France tous les jours. C'est une éducation, ça, on fait de la formation pour qu'ils apprennent ça. Ils apprennent ça, quoi. Pourquoi on ne pourrait pas être aussi fort que les gens qui font un sport comme le Tour de France? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Rien. Rien. Il suffit de s'organiser, quoi. OK? Mais on pourrait continuer comme cela. Enfin, c'est savoir aussi peut-être mettre deux mots en perspective, curatif et prospectif. Curatif et préventif. C'est-à-dire organiser les choses pour anticiper les pannes. Vous voyez? Ça roule? On en... 10 minutes. Ça va, mais ça va, on peut continuer 3 jours, hein, si vous voulez. Enfin, on pourrait parler des outils, on pourrait parler des modes de fonctionnement en village, on pourrait parler de plein de choses, mais en fin de compte, la mesure du temps est un obstacle à progrès. Donc,